Salut les devins, c'est Saikyo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de review sur l'anime Super Dragon Ball Heroes, le 5e épisode de la Ultra God Mission, qui, si ma mémoire ne me joue pas des tours, est le 45e épisode de la série animée Super Dragon Ball Heroes, l'anime promotionnel au complet. Ces épisodes se font de plus en plus rares, j'ai envie de vous dire tant mieux. Si quelque chose d'autre peut se tramer du côté de Dragon Ball, on est plutôt preneur, étant donné que le format d'animation sur Heroes ne lui réussit pas. J'ai toujours un intérêt à lire le manga, j'ai toujours un intérêt à me renseigner sur le jeu vidéo Heroes, mais par contre il est vrai que l'anime n'est pas forcément là pour nous régaler, même si il joue toujours son rôle de passe-temps, sans mauvais jeu de mots, vu qu'il y avait deux Kaioshin du temps présentes dans cet épisode-là, et que je ne vous cache pas, mais vraiment pas mon plaisir de retrouver ces personnages-là, et surtout de retrouver les comédiens de doublage, qui eux, chapeau, j'ai envie de dire, peu importe le format, qu'il soit Heroes, l'anime, un film, un jeu vidéo, sont toujours là et sont toujours là au top. Pour cet épisode, et vous me direz bien sûr ce qu'il en est pour vous en zone commentaire, que j'ai trouvé très irrégulier, très inégal, surtout concernant son aspect visuel. J'ai trouvé qu'il y avait des plans très inégaux l'un de l'autre. On sent que cet animé devient de plus en plus flemmard. C'était déjà le cas auparavant, c'est même symptomatique du chara designer, Monsieur Yamamuro, qui réutilise de plus en plus les mêmes poses, qui corrige de la même manière. Bref, on ne va pas rentrer dans des détails trop techniques d'animation, mais en tout cas c'est redondant visuellement, même si les personnages et les jeux de couleurs changent, ça reste toujours les mêmes poses. La réalisation au sens cinématographique du terme était inférieure à celle de l'épisode précédent. Bref, il n'y avait pas grand chose à sauver ici, et même les phases avec l'Ultra Instinct, qui sont plutôt cool à voir, ont elles aussi un bon arrière-goût de recyclé par rapport à ce qu'on a déjà vu dans Heroes ou Dragon Ball Super auparavant. Ce qui, une fois de plus, vient sauver la mise de cet animé, et je n'en pense pas moins depuis son tout premier épisode, c'est sa partie audio. Je vous parlais des voix à l'instant, mais il n'y a pas qu'elle. Les bruitages, mais surtout les musiques, accompagnent très bien, et viennent relever ce qui se passe et ce qui nous est montré durant ces derniers. Vraiment, je reste sur la même lignée, je ne change pas de pied d'appui. De manière générale, au niveau de l'ambiance, j'apprécie beaucoup ce qui nous est montré autour de Aios. Je vous avais déjà dit que j'appréciais beaucoup la comédienne de doublage, qui avait un timbre de voix et un jeu qui se différenciait des personnages féminins un petit peu habituels, notamment en matière de rôle secondaire, tertiaire dans les animés. D'ailleurs, le personnage de Chronoa répond un petit peu à ces clichés des personnages féminins que je suis en train de citer. Justement, Aios déroge totalement à la règle. C'est même un petit peu dommage qu'elle soit là sur un rôle de méchante. Comme par hasard, il faut qu'une voix un petit peu plus grave lorsqu'elle est féminine soit du côté du mal. Enfin bon, passons sur ce genre de détails qui n'en sont de moins en moins, en tout cas à mes yeux. Sur le plan scénaristique, j'ai apprécié dans l'ensemble ce qui a été déverrouillé ici. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs le propos de fond, qui pourrait même l'être dans Dragon Ball, l'œuvre originelle, notamment avec ses itérations contemporaines de Dragon Ball Super. Je trouve que, un peu à l'instar de Dragon Ball GT qui se questionnait sur la surutilisation des Dragon Ball pour en faire les dragons maléfiques, on se retrouve avec ici Aios, ancienne Kaioshin du temps, dans cette histoire plutôt spin-off de Super Dragon Ball Heroes, qui se questionne et qui veut prendre des actions par rapport à la multiplicité des timelines. Il y a beaucoup trop de timelines, et point très intéressant dans la narration, le côté du bien, incarné par Chronoa ici, est d'accord avec l'ennemi de l'arc. Elle lui dit « Je partage pleinement tes constats. Il y a trop de timelines et cela va causer des problèmes. » Je sais pas si on s'en rend compte, mais déjà l'idée de fond est intéressante comme je l'ai dit, mais en plus, est-ce que vous imaginez vraiment un arc Namek dans lequel Goku aurait été voir Freezer en lui disant « Ah ben t'as raison finalement, viens je vais t'aider à génocider des Namek, ils ont l'air un petit peu cons, ils ont la tête ouverte, ils me reviennent pas. » Ben non, c'est rare qu'on voie ça. Donc j'ai trouvé qu'il y a quand même quelques astuces qu'il ne faut pas mettre à la poubelle et sur lesquelles il ne faut pas fermer les yeux et elles sont plutôt intéressantes. Ça ne renouvelle absolument pas le monde de l'animé, du manga en matière de scénario, ni même sur aucun autre point, mais je trouve que ça prend des tournures que même Dragon Ball l'original ne s'est que très rarement permis de prendre. Alors malheureusement en 8-9 minutes, très difficile de développer tout ça et justement ça s'est fortement ressenti. Ils ont osé nous mettre tout un tas de flashbacks, alors fort heureusement ils ont choisi des passages très beaux, avec le Trunks God face à Mechikabura, le Goku Black SCJ3 face à Gogeta et son nouveau pouvoir, Goku SCJ Blue pouvoir de l'univers face à Fu. Bon, ils ont quand même pris certains des plus beaux moments de SDBH de manière récente. Mais bon, déjà que l'épisode dure moins longtemps qu'une cuisson de pâtes, si en plus ils se mettent à y rajouter des flashbacks, en plus des pauses et des scènes qui sont recopiées d'un épisode à l'autre, des animations qui sont récupérées, et autant le propos autour de Aios et de Chronoa, voire même de Goku, est plutôt compréhensible, même si on aurait aimé en avoir et en savoir plus. On a quand même senti que tout était écrasé et vraiment étriqué scénaristiquement en toute fin.
notamment avec Mechi Kabura qui réapparaît comme par magie, avec une forme assez étrange, Demigra qui réplique et qui va évoluer, et malheureusement le manga à ce stade n'a pas encore apporté d'explication à ce sujet, étant donné que le manga Heroes en est qu'à la rencontre de Aios et de Chronoa, et que, à ma connaissance, mais je vous avoue que ces derniers jours je n'ai pas eu le temps de bien me renseigner sur le sujet, je ne crois pas que des explications à cette apparition retour de Mechi Kabura, aussi brève fut-elle, n'ait été apportée par la version jeu sur bande d'arcade. Peut-être faudra-t-il attendre la prochaine mise à jour, ou alors que quelqu'un depuis le Japon nous fasse parvenir ce tronçon d'histoire qui n'a pas forcément été relayé un petit peu partout sur les réseaux. Alors du coup ça reste assez nébuleux de voir ce Mechi Kabura qui a repris d'ailleurs sa forme de base plutôt âgée, alors qu'il avait été vaincu par le fameux Trunks God. Si vous suivez mes vidéos sur Heroes, vous savez que je suis entre guillemets fan de ce personnage là, je trouve qu'il a beaucoup apporté à Dragon Ball Heroes dans les anciennes itérations, notamment dans le manga et le jeu vidéo, avant que l'animé lui-même n'existe, et je me retrouve avec ce personnage qui est de retour tel un fantôme de Star Wars un petit peu, sauf que c'est en version mauve, et il se fait tuer alors qu'il a l'air déjà mort par Demigra qui va absorber certains pouvoirs, peut-être même des connaissances à les savoir, par on ne sait quel tour de magie ou quelle technique, tous issus donc de Mechi Kabura. Il va se les accaparer et prendre également possession de l'empire démoniaque qu'il avait pu fonder. Alors on en a vu un petit peu plus, je pense pas que ça soit un spoiler majeur pour vous, vis-à-vis de l'événement d'anniversaire de Super Dragon Ball Heroes qui nous a montré la nouvelle forme de Demigra. Alors bon, c'est du Demigra mélangé à du Mechi Kabura dans sa forme ultime qu'on avait vu dans le passé. Ils se sont pas trop cassés la tête sur le design, mais bon, c'est cool de le remarquer. Certains autres démons vont aussi évoluer, on verra bien quelles seront les explications apportées à cela, mais ça ne me dérange pas particulièrement. Super Dragon Ball Heroes, c'est l'évolution perpétuelle, continuelle, encore plus que Dragon Ball de base, et ils font donc toujours quelque chose pour renouveler les formes. Justement, en parlant de forme, il n'y a pas que les démons aperçus en fin d'épisode qui en acquièrent de nouvelles, en tout cas pas que Demigra. D'ailleurs, plutôt cool de revoir Demigra, on l'avait déjà vu dans les épisodes il y a quelques temps, mais il avait l'air trop gentil pour être honnête, et bon, ça se confirme ici. J'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur le fameux Ahatsu Arts, je ne pense pas du tout qu'il soit à 100% bien fondé, mais pour le moment il est sorti de l'équation. Ça serait quand même intéressant pour un personnage qui est un God Slayer, quel serait son relationnel avec un démon tel que Demigra? Est-ce qu'il le considérait comme plus pur au final qu'une divinité dans l'œuvre? Et qu'en est-il de Ahatsu face à des divinités telles que Chronoa ou encore Aios? Bon, cette question n'aura pas de réponse, en tout cas pas pour aujourd'hui, mais Chronoa a tenté, plus ou moins maladroitement, d'en apporter à Aios. Alors disons-le directement, je suis très content d'avoir pu voir la transformation de Aios. J'appréciais déjà beaucoup celle de Chronoa. Dans l'épisode, elle est plutôt cool, mais franchement, je vais vous afficher un visuel, peut-être issu des cartes ou d'une autre animation Heroes. Je trouve qu'ils l'ont pas trop respecté au niveau du visage. Le design m'a l'air plus rondouillé qu'il ne l'est de base. Elle a l'air beaucoup moins sérieuse que dans ses précédentes apparitions et je la trouve moins crédible alors que pourtant c'est censé être la même forme. Petite parenthèse sur les visuels pour vous dire que du côté de Aios, j'ai bien apprécié certains gros plans qui pouvaient être faits sur son visage, aussi bien en forme de base que évolué, parce que même si c'est feignant de faire ça en matière d'animation, un plan qui ne bouge presque pas, si ce n'est ses cheveux et encore, eh bien ça permettait malgré tout de voir ce petit côté crayonné, ce petit côté dessin que j'apprécie bien justement, voir un petit peu le coup de crayon des artistes, et ce type de plan là arrêté, même s'ils n'étaient pas miraculeux, me permettait de les apprécier et de prendre le temps de le faire. En tout cas, je vous parlais donc de réponse, celle de Aios est de se prendre un petit peu pour Thanos, d'ailleurs ça rime, en exterminant tout ce qui existe en matière de timeline et puis c'est réglé, comme ça il n'y a plus de problème. On peut la comprendre d'une certaine manière, mais comme lui fera comprendre Goku, c'est loin d'être juste, en tout cas aux yeux d'un mortel, et Chronoa partage aussi ce point de vue-là, et au moment où elle se transforme, on a eu l'une des phases les plus ridicules peut-être de tout Dragon Ball, lorsqu'il s'agit d'une intrigue qui est plutôt sérieuse de base et qui n'a pas vocation à être humoristique. Chronoa se transforme et lui dit qu'elle ne va pas utiliser cette forme-là pour combattre la transformation de Aios, mais qu'elle va l'utiliser pour lui parler. Alors, je ne sais pas quel effet de style ils ont voulu mettre en avant avec cette scène-là. Vous me direz, si vous l'avez plus apprécié que moi en zone commentaire, ce point-là était clairement bloquant pour moi. J'ai trouvé que c'était vraiment mauvais. Ça n'avait ni queue ni tête, ça n'avait pas de sens. À la limite, j'aurais plutôt compris d'avoir les deux qui étaient transformés. Peut-être qu'il y aurait eu quelques échanges de techniques spatio-temporelles et que Chronoa annule volontairement sa transformation pour lui dire « Maintenant, je ne veux plus te combattre, mais je veux te parler ». Et là, elle aurait peut-être pu s'attirer l'attention de Aios. Mais les actes ici qui ont été adossés au personnage de Chronoa sont pour moi incompréhensibles. Ils ont tenté de lui apporter une scène un petit peu marquante, mais pour moi c'était totalement raté. Alors passé cela, il y aura quand même un semblant de confrontation entre les deux, même si elle a dit qu'elle ne la combattra pas.
elle l'a fait un petit peu, même si elle était beaucoup plus sur la défensive. Aios, elle, n'en a strictement rien à faire, elle y va à fond, même si elle laissera plus ou moins sa chance à Son Goku. Son Goku, à propos duquel ils se sont pas réellement foulés au niveau des dialogues d'ailleurs, il a l'air intelligent et bête à la fois. Je sais pas si vous avez eu la même impression, mais dans sa manière d'aborder ce combat chronois d'ailleurs, même s'il la connaît pas tellement, mais bon, il sent qu'il y a une forme de sympathie mutuelle entre les deux, il va un petit peu la laisser sur le côté pour taper un petit peu la discute avec le grand boss de l'arc et essayer de le raisonner. Ça peut être du Goku, hein, on a déjà vu ça un petit peu dans le passé, mais avec ce type de mise en scène là, avec un Goku qui semble un petit peu bête au départ et qui va être super intelligent ensuite au point de ne pas se laisser avoir par les techniques de Aios et qui va déclencher son ultra instinct directement. Bref, cet ascenseur même pas émotionnel mais intellectuel du côté de Goku m'a laissé un petit peu de marbre. Et sur la phase de combat, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, donc c'est quand même du repompé de tout ce que l'on a déjà vu. Mention spéciale au Kamehameha téléportation de Goku Ultra Instinct qui colle en fait avec le personnage et sa manière justement de se mouvoir. Il me semble que l'un d'entre vous m'avait déjà posé la question en live et je lui avais répondu que ma version préférée du Kamehameha, si ce n'est l'originel, la basique, ça reste le Kamehameha téléportation, c'est ma version préférée alternative de cette technique-là. Donc très heureux de l'avoir revenir ici. Mais malgré tout, je n'ai pas trouvé que la mise en scène venait sublimer les qualités de la technique et que même si l'idée sur le papier était bonne, elle a été très vite expédiée une fois animée. Les techniques de Aios sont elles aussi fades, même si elle a essayé de recopier un petit peu la technique de Piccolo, d'enfermer Son Goku à l'intérieur de ses techniques, mais je n'ai pas ressenti l'aspect temporel des techniques de Aios. J'aurais bien aimé quelque chose du style, dès que son attaque touche ou frôle, il y a une forme de vieillissement ou de rajeunissement peut-être de la partie du corps qui est touchée, une désintégration car c'est une technique temporelle. Je percevais ce combat un petit peu comme Son Goku Ultra Instinct qui affrontait la quasi-personnification du temps. Et malheureusement, ça n'a pas trop été le cas, j'ai eu l'impression de voir un combat plutôt lambda. Je ferai remarquer tout de même un point intéressant, alors bon, si ça avait été dans Dragon Ball Super, ça l'aurait été plus, mais le fait que déjà l'Ultra Instinct maîtrisé passe à la trappe, alors qu'on avait vu que grâce à l'entraînement fourni par certains démons, Goku et Vegeta pouvaient maîtriser et accéder à volonté dans diverses techniques, dont l'espèce de berserker maléfique pour Vegeta en Blue Evolution et l'Ultra Instinct maîtrisé pour Son Goku. Eh bien ça semble oublié, ou alors Goku n'a pas jugé cela nécessaire, mais bon, au-delà de ça, j'ai apprécié le fait que Aios reconnaisse cet Ultra Instinct, c'était quelque chose qui était très affilié aux Akaishin et aux anges dans l'œuvre originelle, pourquoi pas à certains Kaioshin aussi, mais surtout le fait qu'ils ont osé relancer la discussion autour de la chaleur. Il y a Aios qui va mentionner les mouvements, les esquives, mais à la fois la chaleur qui s'émane du corps de Goku. C'est cela qui va lui permettre de remarquer l'Ultra Instinct. Alors franchement, difficile de dire si cette notion de chaleur sera de nouveau récupéré dans un animé canon Dragon Ball ou lors du retour du manga, vu que le manga n'a pas réellement fait écho de cette chaleur, mais ça a semblé être important pour les scénaristes en charge de cet épisode-là. À tort ou à raison, je ne sais pas, c'était peut-être un artifice un petit peu tape à l'œil, peut-être qu'ils avaient cela dans leurs souvenirs ou dans leur revisionnage de l'animé Dragon Ball Super, alors ils ont voulu se calquer dessus. Je ne pense pas qu'on ait besoin de théoriser 100 ans par rapport à ça, mais c'était quand même intéressant de le noter. Au-delà de ça, l'épisode ne propose pas grand-chose de plus, si ce n'est Son Goku Ultra Instinct qui a l'air de prendre une pause d'attaque volleyball de Tenchin Han. Ça nous rappelle les vieilles années, il y a un certain âge d'or de Dragon Ball, mais blague à part, nous avons fait désormais le tour de cet épisode-là. Malheureusement, le prochain épisode n'est pas daté. Vous pouvez de toute évidence compter sur ma chaîne YouTube pour vous relayer l'annonce lorsqu'elle sera faite. Je vous donnerai toutes les informations à connaître sur le prochain épisode, le 6e de la Ultra God Mission. En tout cas, le titre du prochain nous en est révélé et il nous est dit, je cite, « Un nouveau roi maléfique attaque. L'horrible bataille commence ». Donc c'est à n'en pas douter lié aux actions de Demigra. Ça pourrait donner une autre tournure à l'arc, mais j'espère que celle liée à Aios ne sera pas non plus jetée à la poubelle. En animé, ça risque de l'être, je préfère m'attendre à rien pour ne pas être déçu, en espérant que les formats d'adaptation manga et la version originale jeu vidéo fassent le travail. D'ici là, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de pouces bleus pour soutenir la chaîne. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.